Vous êtes pourtant réanimateur en soins intensifs. On a bien besoin de gens comme vous en cette période. Les médias nous disent que les hôpitaux sont en saturation et pourtant ils peuvent se priver de quelqu'un comme vous. Voilà, donc c'était donc quelque chose qui m'a énormément choqué, c'est de voir que pour cette raison-là, ils pouvaient renvoyer un réanimateur en cette période de crise Covid, je le rappelle, dont je n'ai jamais contesté l'existence, au contraire. J'ai été confronté en première ligne et j'y étais encore jusqu'à début de semaine. Et de voir qu'ils enlèvent une personne qui a 17 ans d'expérience à l'insu, sans demander l'avis de ses collègues, alors qu'ils vont solliciter, il faut le savoir, et c'est dans tous les hôpitaux, des médecins d'autres spécialités. On parle d'une crise, on parle de guerre, est-ce que dans une période comme ça, il était compatible avec le fait de dire c'est pour le bien des patients, c'est pour le bien de la médecine qu'on vous enlève? Comment est-ce que ça peut être compatible avec le fait qu'en même temps on vous dit vous devez partir séance tenante, tout de suite rentrer chez vous? Un réanimateur qui était censé travailler ce jour-là, qui était de garde le lendemain, et en sachant très bien, il le savait très bien, que évidemment il forçait tous mes collègues à devoir réorganiser l'horaire en catastrophe alors qu'on est dans cette crise Covid, qu'ils reçoivent des patients Covid et que toute leur force, toute leur concentration devait être consacrée à la prise en charge de ces patients, pas à réorganiser un horaire en catastrophe. Et ça, c'est pas de ma volonté du tout, ça m'a été un drame pour moi, dans la mesure où j'ai dû partir alors qu'ils avaient besoin de moi. Et donc, je crois qu'on se doit de réagir. Alors, il ne faut pas que ce soit de l'indignation bien pensante, quoi. J'ai une vraie indignation, mais je crois que ce licenciement, il nous dit quelque chose de très profond de ce qui est en train de se passer. Il nous dit quelque chose de très profond, c'est qu'il y a une confusion dans la tête de nos dirigeants, dans la tête des directeurs d'hôpitaux sur les enjeux. Et si je licencie un réanimateur en pleine période épidémique, quoi, ça vous semble pas juste complètement délirant, en fait? C'est de la folie, quoi. Et il le licencie pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'accord avec la politique sanitaire telle qu'elle est menée et qu'il a cru bon d'élever un point de vue critique, sourcé, intelligent, doux, bienveillant. Vous verrez vous-même les vidéos et les textes de Pascal. On est loin du dangereux anarchiste avec des bombes. On est plutôt dans quelqu'un d'hyper gentil et qui essaye de construire une pensée, une intelligibilité sur le réel. De façon factuelle, je vais rester sur les faits. J'ai reçu une demande par le secrétariat de la direction du GHDC de me présenter le mardi matin, donc ce mardi matin, le 20 octobre, dans le bureau de la direction, sans qu'on m'explique le motif de cette convocation. On m'a signifié qu'on mettait unilatéralement fin à mon contrat, me demandant de quitter l'hôpital séance tenante et de m'interdisant l'usage de toutes les installations du grand hôpital de Charleroi. Voilà. Je suis parti sans m'empêcher d'aller dire au revoir quand même à tous mes collègues. Et voilà. Donc depuis, je suis licencié. Donc ils m'ont licencié, m'ont-ils dit, pour faute grave. Faute grave en rapport avec l'expression de mes opinions. Mes opinions par rapport à la gestion de la crise actuelle et qui étaient exprimées au travers d'articles et de vidéos et de réseaux sociaux. Ils ont appris l'existence de mes articles via leur service de communication et le post Facebook, j'imagine qu'ils ont été sur mon Facebook alertés par des personnes dont apparemment une virologue, une infectiologue qui a alerté l'infectiologue de notre hôpital pour enquêter. Qu'est-ce que vous disiez de si compromettant dans ce post Facebook notamment? D'abord, je commençais en me présentant pour pouvoir justifier ce que je disais après et en disant que si effectivement il y a saturation des hôpitaux aujourd'hui avec afflux de malades, si effectivement il y a une maladie nouvelle en plus qui s'appelle le Covid, il y a également énormément d'autres choses dont on ne parle pas. Par exemple, le fait qu'on ait fermé des lits, qu'on ne donne pas assez de moyens, d'effectifs, vraiment mes deux terrains, qui est une notion qui est finalement soulignée depuis des années. Et je voulais attirer l'attention là-dessus. Donc ça, je l'ai dit clairement. Et j'ai aussi également
parler donc de la PCR et de tout ce qui est fait autour de ça, pour dire qu'il y avait probablement exagération. D'après ce que j'ai pu comprendre dans ce qu'ils m'ont dit, j'ai vraiment reconnu les 2 posts Facebook auxquels ils faisaient allusion. Un post Facebook plus spécifique sur la PCR qui n'était en fait qu'un résumé en 3 points, mais de ce que j'avais expliqué beaucoup plus en long et en large dans les articles que j'ai écrits, et également dans une vidéo, effectivement, une interview par une personne en France qui s'appelle Jérémy Mercier, vidéo qui a été mise en public de toute façon sur YouTube et qui est une façon d'expliquer aux gens ce qu'est la PCR de façon très scientifique, très factuelle, argumentée. C'est d'abord un test qui doit être remis dans son contexte, en l'occurrence le malade, les malades éventuels, les gens, et dont il faut bien expliquer les caractéristiques techniques pour comprendre que si on ne fait pas attention à certaines de ces caractéristiques techniques, ce test peut devenir non fiable ou engendrer des prises de décision qui ne vont pas correspondre à une réalité. Et j'explique, notamment par rapport au seuil de sensibilité du test qui est utilisé pour dire qu'une personne est positive ou négative. C'est important d'abord d'être transparent sur ce seuil de sensibilité, ce n'est pas le cas, et enfin et surtout de respecter un seuil de sensibilité réaliste. Car si ce seuil de sensibilité est mis trop haut, bien évidemment on peut alors arriver à trouver des tests positifs mais qui ne correspondent pas nécessairement à non seulement la maladie, la présence de la maladie, mais même à la présence d'une contagiosité par rapport à cette maladie virale qu'on appelle la Covid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai refus de la part des tutelles et des gens qui sont en charge de sortir la tête du guidon. Ils sont vraiment à refuser qu'on comprenne ce qui se passe et à comprendre le réel. Et justement, ce licenciement, il fait lever le masque là-dessus, c'est-à-dire que les gens qui nous dirigent et les gens qui sont aux manettes, directeurs d'hôpitaux à Charleroi ou autres, en fait, ils souhaitent pas soigner les gens, c'est pas vrai. Ils souhaitent pas faire mieux, ils souhaitent pas faire une politique sanitaire intelligente. Ils souhaitent juste être dociles à ce qu'on leur dit, même s'ils savent même pas pourquoi. Et ils sont conduits par la peur, ils sont conduits par une espèce de folie qui s'est emparée d'eux et qui les emmène dans un déferlement totalitaire. Ce déferlement totalitaire, il a besoin, pour se justifier, d'une victime expiatoire. Et bon, alors là, tous ceux qui connaissent René Girard, La violence et le sacré, en fait, toute la notion de la violence mimétique et de la victime émissaire, comprennent ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il s'agit, pour rétablir l'ordre dans quelque chose qui est divisé, de faire un bouc émissaire. Sauf que si ce bouc émissaire, il est mal choisi, ou si le désordre est là pour régner, en fait, vous allez faire un martyr. Et il y aura au contraire une augmentation de la dynamique victimaire et violente. Et donc on va monter en termes de violence mimétique, palier par palier. Et la victime émissaire, si elle est mal choisie, elle va aboutir à l'inverse. Elle va aboutir à un déchaînement de violence. Donc je crois que Pascal, il est choisi comme victime émissaire, mais c'est pas du tout la bonne en fait. Et surtout, elle n'est pas du côté de quelque chose qui peut unifier les gens. Au contraire, ça va continuer de les diviser. Et donc c'est une décision qui est complètement stupide, même à l'aune de la vie du nous ensemble, de créer du nous ensemble et de recréer du nous. Donc c'est une vraie erreur. Mais ça nous insiste encore une fois sur le fait que on doit créer du nous, on doit créer du lien. Et on doit se servir de cette histoire de Pascal pour créer du lien et prendre soin de tous ceux qui sont inquiétés et de savoir vraiment qui est du côté du bien commun. En l'occurrence, pas la direction de l'hôpital de Charleroi, à l'évidence. Donc, un autre élément qui va se rajouter à ce que je viens de dire, mais il est très, très important d'avoir bien compris que donc c'est une technique basée sur une amplification de quelque chose qu'on recherche. Pour le mettre en évidence, il faut amplifier, donc photocopier, agrandir, un certain nombre de fois jusqu'à le trouver. Mais il y a des éléments qui viennent se rajouter à ça. C'est que, et ça, je défie tout virologue, toute personne de me prouver, pas de me dire, de me prouver le contraire, mais en médecine, je suis avant tout médecin, aucun test n'est infaillible à 100%. Et en matière de PCR, on reste très prudent en médecine, enfin en bonne médecine, d'ailleurs par rapport aux examens et aux tests, mais en matière de PCR encore plus, parce que, et c'est un peu son talon d'Achille,
C'est vous voyez, dans une médaille, il y a un côté pile, un côté face. C'est sa force qui se retourne contre elle parce qu'elle est tellement forte et sensible et puissante, ce test, qu'il peut mettre à un moment donné en évidence des fragments de virus. Vous savez, dans un nez, dans une bouche, dans un oropharynx, il y a des milliards, enfin, c'est énorme, le nombre de choses microscopiques, virus, bactéries, germes qu'on peut trouver. Donc, même si on a tout fait pour que les amorces, ces fameuses amorces, restent bien spécifiques du SRAS-CoV-2 et que ce qu'on met en évidence à la fin corresponde bien à du Covid SRAS-CoV-2, ce n'est pas infaillible à 100%. Et on peut à un moment donné se tromper parce que je rappelle, c'est important, on voit sur Internet, et ils ont raison de dire ça, la PCR ne met pas en évidence du virus, en fait. Elle ne dit pas qu'il y a du SRAS-CoV-2. On sait juste dire il y a des fragments de gènes qui correspondent au génome initial, originel du SRAS-CoV-2. Alors, ça ne veut pas dire, comme on lit sur Internet, ah donc vous voyez, ça ne met pas en évidence ce fameux virus. Ça, c'est pas vraiment ça que ça veut dire. Mais en même temps, c'est une nuance importante. C'est vrai, ça ne met en évidence que des bouts de gènes dont on espère, dont on a tout fait pour qu'ils correspondent bien au SRAS-CoV-2. Mais il faut vraiment être sûr de ces amorces. Et est-ce qu'on vérifie chaque fois que ces amorces sont bien bonnes? Et effectivement, c'est pas sûr. Deux, le virus, et là encore, il y a des sources solides qui le disent, même si elles sont contestées, et ce n'est pas que le professeur Raoult qui dit ça, ce virus a muté. Il a muté plusieurs fois, donc les amorces doivent être changées. Elles doivent être réadaptées à l'évolution du virus. Est-ce que c'est fait? Vous voyez que, parce que la PCR, elle, surtout si on la pousse à 40, 50, 60, elle va vous en montrer des fragments de virus. Donc, on est là dans un examen qui est très fort et très puissant, très efficace, mais justement qui peut se retourner contre nous si on l'utilise comme ça, parce que, à la fin, effectivement, on va effectivement chez tout le monde, si on fait un test PCR à tout le monde aujourd'hui, finir par trouver quelque chose. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait avec ça. C'est à quel seuil d'amplification qu'on a trouvé quelque chose? Est-ce que les amorces sont vraiment bonnes? Est-ce qu'on a vérifié ça? Est-ce qu'on les réadapte en fonction de l'évolution du virus? Et enfin, mais pour moi, médecin, c'est même un point que je mettrais en premier. Et finalement, comment est la personne? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle tousse? Est-ce qu'elle éternue? Quel travail est-ce qu'elle fait? Etc. Et on se rendrait compte que, ok, on est peut-être en train là de déclencher un drame et une panique qui ne correspond vraiment pas à une réalité. Donc, à la fois, il y a essayer de détruire l'intelligibilité, à la fois, il y a l'idée de détruire le lien, à la fois, il y a l'idée de monopoliser la publication, le médium de publication, c'est-à-dire la capacité d'entendre les messages. Actuellement, qui a entendu parler de Pascal Sacré, à part les gens qui s'intéressent à ça? Personne. Et donc là, il y a vraiment besoin d'un relais. Et là, moi, je vous passe le relais, c'est-à-dire que je vous en parle, mais il faut que vous en parliez. Et il faut que les gens en parlent autour. Une direction d'hôpital, d'un CH de Belgique, licencie un médecin réanimateur en pleine période épidémique parce qu'il n'est pas d'accord et qu'il l'a dit, alors qu'il fait parfaitement son boulot, qu'il n'a aucune erreur à se reprocher. C'est juste du délire, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'on arrive à un déferlement totalitaire au sens où il y a des victimes politiques dans cette histoire. Des victimes parce qu'elles sont juste pas d'accord, parce qu'elles pensent pas comme il faut. Et là, les gens qui sont aux manettes devraient juste se poser un peu, souffler et rougir de honte. Et se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de devenir fou. Mais cette notion de contagiosité, c'est ce qui justifie aujourd'hui, pour les gouvernements, pour certains médecins, et donc pour certaines personnes, puisqu'on leur dit que c'est comme ça, de faire le test. Ben non. Même cette notion de contagiosité ne justifie pas de faire des tests pour tout le monde, tout le temps, partout. Pourquoi? Parce qu'avec des seuils pareils, ou alors on rabaisse les seuils, on s'assure de la fiabilité de ces tests. Une alternative, ce serait de donner le nombre de copies, puisque le PCR par cycle donne un nombre de copies, ou on donne le nombre de copies par microlitre ou millilitre, il faut juste adapter de prélèvement, ou on donne le CT. Et en fonction du CT donné, le médecin doit dire à la personne à qui il a fait faire le test, oui, c'est vrai, tu as peut-être un petit peu de fragments, mais tu es en dessous du seuil de contagiosité.
Ah, le CT est à 35, ça ne veut rien dire. C'est rien. Tu n'as pas de symptômes, on fait faire un test à un seuil qui va forcément lui donner un résultat positif. Ça ne veut rien dire ce test, je le laisse tomber. Ça c'est important. Ça veut dire que le manque de transparence, l'absence de transparence sur le CT des tests aujourd'hui fait qu'on peut faire dire absolument n'importe quoi au test. Exactement. Et même, il y a peut-être carrément une volonté politique d'avoir En un tout nombre de cas, cas positifs, voilà. parce que si on va jusqu'à 35 ou 40, on va avoir énormément de gens positifs et on peut du coup baser des politiques qu'on va appeler sanitaires. Tout à On va fait. parler de cas, on va parler de malades, on va parler de gens infectés, quand On il mélange s'agit tout. uniquement de tests positifs avec un test qui ne veut plus rien dire. Tout à fait. Mais vous savez, c'est pas propre à cette crise-ci, je vais dire en général et à tous les niveaux, le manque de transparence est toujours un signe. Alors certains vont dire jusqu'à dire une preuve, pourquoi pas, qu'il y a un problème. S'il n'y a rien à cacher, et je vais vous dire en plus de ça, étant pourtant médecin, et en plus un médecin qui utilisait ces PCR dans mon travail, on ne sait pas tout sur tout, on fait confiance. Et moi, cette notion de CT, c'est d'avoir plongé dans cette matière qu'on peut rendre claire, qu'on peut rendre évidente, mais néanmoins, avant de faire ça, ça nécessite quand même des heures de lecture et de travail et de réflexion. On ne sait pas ça. Donc, moi-même, j'ai dû me renseigner énormément. Et en découvrant ce que j'ai découvert, je me suis dit, oui, là, il y a un problème. Mais le manque de transparence, c'est pas très bon signe. Tanguy sous roche. Oui. Néanmoins, ces CT ne sont pas donnés. Or, c'est incroyable. Pour tout examen, la calibration est importante. Le contexte dans lequel ça a été fait, enfin, c'est pas nouveau. Et ici, rien que ça, on ne puisse pas obtenir ce CT, fait interroger les gens, comme moi, de me dire, oui, mais alors ils ont quelque chose à cacher. Où ils ont une intention cachée. Parce que, alors qu'ils le donnent, c'est tout. S'il n'y a rien à cacher qui donne cette valeur, surtout aux médecins, bon, je ne parle même pas d'un quidam qui devrait pouvoir y avoir droit. Aujourd'hui, on parle des droits des patients, ils doivent pouvoir connaître leur dossier. Donc, je trouve que même n'importe qui, mais en tout cas, un médecin qui a demandé le test, on devrait lui répondre quand il demande, ah, tiens, ça a été fait à quel CT? Et à partir de là, si on se rend compte qu'on nous donne des CT trop élevés, oui, mais attendez, et on peut interpeller alors de façon beaucoup plus démocratique, éclairée, et sur un débat. Hein, c'est pas accuser le gouvernement, mais débattre avec lui de la pertinence d'utiliser des PCR à des CT aussi élevés. Et là, on peut au moins interagir, questionner et avancer. S'ils font pas ça, ils font pas ça, ils font que peur. Ben, à un moment donné, c'est normal. Mais même sans être un citoyen qui veut être rebelle pour être rebelle, s'ils ne font pas ça, ça devient de la bonne santé démocratique et mentale de se dire « Ah non, alors ils veulent cacher quelque chose. » La dernière chose, c'est qu'il faut agir dans le réel. Il faut agir dans le réel pour défendre Pascal et pour défendre tous ceux qui seront inquiétés. Et donc agir en vectorisant le message, en donnant de l'intelligibilité, et puis pourquoi pas de manière juridique, ou bien en soutenant de la manière dont Pascal le jugera nécessaire. Mais je crois que ça vaut le coup de prendre contact avec lui pour l'aider, savoir s'il a besoin d'une pétition, s'il a besoin qu'on écrive un texte pour son employeur, si on a besoin qu'on conteste juridiquement en disant mis en danger de la vie d'autrui par un licenciement, vous avez diminué le nombre de réanimateurs, c'est de la folie. Voilà. Et du coup, ce qui est assez dingue, c'est que donc aujourd'hui, jour d'enregistrement de cette vidéo, c'est le lendemain d'une annonce par Emmanuel Macron en France de couvre-feu, donc sur la base de tests donc bidons en grande partie, parce que les CT sont cachés, et donc il y a 20 millions de personnes qui vont devoir se soumettre en France à des couvre-feux basés sur ces tests PCR quand même. Pour rebondir là-dessus, et les gens qui me connaissent le confirmeront, il n'y a pas plus pacifique que moi. Il y a vraiment, comme tout le monde, je peux être conformiste et ne pas aimer attirer l'attention, etc. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe de grave pour lequel je n'ai pas la solution, moi, hein, évidemment. Je ne crois pas aux ripostes plutôt violentes, hein, tout ça. Si c'était la solution, ben oui, mais je ne crois pas trop parce que c'est renforcer la répression et l'oppression. Mais en tout cas, il y a quelque chose de grave qui se passe. Donc, effectivement, confiner, couvre-feu, c'est grave. Hein. On parle de ça en période de guerre ou de terrorisme. On commence à mettre des mots comme ça
Et quand on regarde par rapport à quoi, oui, là, je pense qu'il ne faut pas laisser passer ça. Je ne sais pas comment, malheureusement, je ne sais pas le dire. Mais... J'ai une dernière question, du coup, pour finir. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens par rapport aux tests? Est-ce que il faut faire ces tests? Parce qu'il y a quand même des gens qui font la queue des heures entières ou des jours entiers pour faire ces tests au niveau des laboratoires d'analyse médicale. Est-ce que ça a un intérêt de faire ce test? Est-ce que c'est pas justement encourager la propagande et une utilisation frauduleuse ou mensongère de ces résultats? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces tests, nous, en tant que citoyens lambda, j'ai envie de dire? Oui, maintenant, il y a deux réponses à ça, enfin, deux niveaux de réponse. Il y a la réponse rationnelle du docteur, enfin, et de ma personne, et ça, c'est tout ce que je viens de dire, qu'il le soutient. Non, bien sûr. Maintenant, il faut savoir dire non. Pas dans le sens être capable de dire non. Je sais qu'il y a des gens, s'ils font pas le test, ben, on fait pression sur eux. Ou bien ils peuvent pas voyager. Ils peuvent pas aller à tel endroit. Donc, des gens convaincus de tout ça, ou qui vont l'être après cette interview, mais qui ne sauront pas dire non. Donc, il faut quand même en tenir compte. Mais néanmoins, dans sa tête, et ça, je vous assure que c'est très important, dans votre tête, une fois que vous aurez compris, si vous êtes convaincu, je l'espère, dites non dans votre tête. Comprenez que oui, ça n'a pas de sens. Alors, de faire autant d'examens. L'autre niveau, mais en même temps, c'est le plus important, c'est l'émotionnel. Les gens ont tellement eu peur, et ça, je sais que je parle parfois avec des gens hors contexte, très rationnels, avec qui j'ai des bons contacts, mais dès qu'on dit le mot Covid, ou dès qu'on aborde ce sujet, ils se ferment, hein, et il y a vraiment une angoisse qui s'est installée. Et ça, pour la prendre en charge, ça ne va pas se faire simplement par le rationnel, par l'explication, parce que maintenant, ça commence vraiment à sortir, et beaucoup de docteurs et de spécialistes qui le disent, ce que je dis, donc cet aspect-là commence à être bien couvert. Comment est-ce qu'on pourrait, et c'est difficile sans avoir accès, nous, aux médias, qui eux continuent à faire peur, et eux, ils rentrent dans les foyers des gens, par la télévision, par la radio. Nous, on n'a pas cet accès-là, on n'a que Internet, heureusement. Mais comment Déjà pas mal, hein. Et c'est déjà pas mal et on va y arriver, mais comment en même temps accélérer ce phénomène avant qu'on en arrive au couvre-feu, et puis après ça, ce sera quoi? J'ai entendu en Australie que pendant toute l'année 2021, les Australiens allaient être interdits de voyager, si c'est vrai. Enfin, voilà. Au Québec, ils font des choses incroyablement autoritaires et totalitaires. Donc, je pense que ça ne va pas s'arranger. Donc, comment y arriver? Parce que là, il y a une urgence. Mais en même temps, ce n'est pas tout de dire ça. Il y a vraiment… Donc, je pense qu'à la fois, c'est triste pour Pascal et que c'est utile, entre guillemets. Et donc, merci Pascal de vivre ça. Et moi, je te soutiens complètement là-dedans. Et il faut que tu sois vraiment pas seul et que tu sois soutenu. C'est très dur. Et à la fois, celui qui est Pascal, voilà, au moment de la Pâque, quoi, hein, d'une renaissance, quoi, de quelque chose qui est de dépasser la mort. Et puis sacré, celui qui est sacré, c'est celui qui a reçu l'onction. Celui qui est sacré, c'est-à-dire qui a reçu le signe qu'il est prêtre, prophète et roi. Je pense que Pascal, il est prêtre, prophète et roi de la vérité, de la bonté, de la gentillesse et de la contestation critique intelligente. Les gens sont… J'appelle ça une transe négative. Hein. Je connais très bien l'hypnose également. Je reconnais les signes de l'hypnose négative. L'hypnose négative, c'est très mauvais. Je vois ça aux soins intensifs. Les gens qui arrivent aux soins intensifs, dans tous les contextes traumatiques, guerre, etc., terrorisme, la réaction du corps humain, de l'esprit, c'est de se renfermer, de se figer. Donc, on ferme tout. Et là, on devient très manipulable d'ailleurs, hein, et malheureusement très malléable. Si on tombe sur une mauvaise personne, il va exploiter ça. Et c'est ça que je vois autour de moi. C'est quoi la transe négative? C'est cet état dans lequel une personne se retrouve après un traumatisme qui n'a pas été différé. Exactement. Et Voilà. ce qui va faire qu'elle devient manipulable et… Exactement. C'est la dissociation. C'est quelque chose de très… c'est pas ésotérique du tout. Hein. Et en tant que docteur, moi, je me suis intéressé à l'hypnose sur un plan scientifique. C'est vraiment trans-hypnose. C'est d'abord un mécanisme de protection du cerveau. On voit ça chez les gens abusés sexuellement ou agressés. Dans un premier temps, c'est leur mode de survie. Ils se réfugient à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais en même temps, ils coupent beaucoup de leur capacité cognitive, notamment de réflexion, compréhension, etc. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est grave. Et des psychologues le disent, des spécialistes de tous ces états le disent. C'est encore plus fort chez les enfants ou les gens fragiles. Et c'est ça qui se passe. Donc pour moi, d'ailleurs, si tout ça se termine bien, je l'espère, les gouvernements, les
les personnes qui font ça, là, aujourd'hui, auront à répondre de ça parce que, clairement, c'est des choses connues, plus individuellement, évidemment, ou même dans des groupes. On a décrit ça dans des groupes, sectes, et notamment victimes de guerre, etc. Mais ça, on le voit à l'échelle de la population humaine aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très, très grave. Donc, il y a une urgence quand même. Mais il faut trouver le moyen, parce que le moyen rationnel, qui est très important, est en même temps insuffisant, justement, par définition, pour réveiller, pas dans le sens t'es con, t'es endormi, t'es un mouton, c'est pas ça du tout. On s'est vraiment réfugié un petit peu dans une espèce d'angoisse et on se laisse guider par cette autorité, ce gouvernement. Mais c'est très mauvais de rester là-dedans. Il faut revenir à un état où on peut réfléchir et ça, c'est important. Du coup, je m'adresse aux médecins, réanimateurs et du coup spécialistes en hypnose que vous êtes. Comment on sort quelqu'un d'une transe négative comme celle dans laquelle ont été plongées toutes ces populations qui ont été soumises à un traumatisme violent de la part de leur gouvernement, qui ont appliqué des mesures autoritaires jamais vues depuis au moins 60 ans? Alors voilà, pour ne pas être trop long ou trop technique, mais c'est clair que, si vous voulez, on peut être dans deux grands modes de conscience. Il y a la conscience rationnelle, et là, c'est le mode qu'on utilise pour être logique, pour réfléchir. C'est ce qui nous sert en mathématiques, etc. Voilà. Ou pour avoir une conversation comme on a maintenant. Mais il y a l'autre mode de conscience, ça c'est l'état hypnotique. Là, le langage est très particulier. Par exemple, je vais vous donner un seul exemple. On est dans ce mode-là, on n'entend pas les négations. C'est pour ça, et d'ailleurs, il y a une application très pratique et concrète dans mon métier. On a appris à ne plus dire aux gens n'ayez pas peur, vous n'aurez pas mal, parce qu'on sait aujourd'hui qu'en disant ça à quelqu'un qui va être dans cet état-là puisqu'il a peur, puisqu'il est dans l'inconnu, il va être dans cet état-là, il va entendre mal, peur. Donc aujourd'hui, c'est tout un travail, qui n'est pas fini d'ailleurs, mais qui est vraiment très publicité aujourd'hui dans les hôpitaux. On apprend à dire aux gens, n'ayez pas peur, faut pas dire ça, ça va aller, soyez rassurés. On va dire, ça va pas faire mal, je vais vous faire cet examen, ça va aller. Vous voyez, voilà. Donc le langage, en fait. Donc à une personne qui est dans cet état-là, on va vraiment faire très attention à comment on va lui parler. Et on va essayer d'aller la retrouver là où elle est. C'est pour ça que c'est souvent plus facile en individuel, mais on peut faire en groupe, quand même avec des groupes. On va aller la retrouver d'abord là où elle est pour la ramener dans un mode de fonctionnement plus rationnel et où surtout alors elle peut retrouver ses capacités d'esprit critique, d'analyse et de réflexion. Donc il ne suffit pas de dire réveille-toi, très mauvais d'ailleurs, parce qu'on est dans cet état-là, et là il y a vraiment un choc. Il ne suffit pas de lui expliquer rationnellement, c'est même très énervant pour une personne qui se trouve dans un état comme ça, qu'on lui dit ce qu'il faut faire. Elle sent que, oui, qu'est-ce que tu en sais, toi? Et ainsi de suite. Donc, or, souvent, c'est souvent ce qu'on fait. Ça marchera pas. Il faut vraiment, d'abord, avec beaucoup d'empathie et de patience, faire très attention à comment on va lui parler et aller la retrouver là où elle est, même si on n'en a pas envie, évidemment, puisque, voilà, et la ramener, et parfois, c'est pas facile et pas du premier coup, simplement pas dans sa vérité à soi, Moi, tout ce que je dis ici, ne le croyez pas sur parole, allez vérifier, allez lire les articles surtout. Faites comme moi, cherchez et lisez les sources. C'est de dire, maintenant, en tout cas, tu as à nouveau ta capacité de réfléchir. Tu as à nouveau ta capacité d'esprit critique, certain, et fais ta propre opinion. C'est ça. Voilà. Donc, ça, à la fois un peu théorique, mais c'est très concret. Moi, je pratique ça en plus de mon métier de réanimateur, sur mon lieu de travail et surtout plutôt à l'extérieur. C'est très puissant, très utile aussi. Et donc, il faut travailler sur ces deux axes. Ouais. Ce que vous faites, d'autres aussi, qui est l'aspirationnel, parce que ça va être très important. Quand la personne sera réveillée à nouveau, c'est le mot qu'on utilise, même si c'est pas nécessairement qu'elle dormait, mais quand elle sera à nouveau capable de réfléchir, d'avoir ces éléments-là va être très important. Pour toutes les autres aussi. Et puis quand on intentera des actions en justice, quand on sera dans cette phase-là de demander des comptes, etc., tout cet aspect-là des choses, articles faits par des gens sérieux, avec des sources sérieuses, est très, 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 très important. Il faut juste pas négliger cet aspect-là qui est tout aussi important, surtout par rapport aux gens. On aura beau leur dire ce que c'est une PCR, ils sont dans un état tellement de peur et d'angoisse. On parle de mort, vie et mort. Donc là, c'est leur dire, OK, c'est vrai qu'il y a quelque chose. On n'a jamais dit qu'il n'y avait rien. Parce que ça va être trop. Maintenant, il y a des solutions. Et ce ne sont pas vraiment celles
que nos gouvernements, quelle qu'en soit la raison, et leurs conseillers spécifiques disent pour le moment. Donc, je ne sais pas si on va conclure, mais moi, une des choses importantes, qui me semblait important de rappeler, c'est aussi de dire aux gens, mais ce n'est pas par rapport à moi que je dis ça, mais allez écouter les docteurs de terrain, allez interpeller les médecins. On entend parler qu'aux soins intensifs, il y a une deuxième vague, on entend parler qu'aux soins intensifs ou dans les hôpitaux, mais qui le dit? Un journaliste qui n'est pas nécessairement un mauvais journaliste, mais c'est du chinois pour lui, même s'il est conseillé par un médecin. Pour beaucoup de médecins, les soins intensifs, c'est du chinois si on n'y a pas travaillé, si on n'y est pas. Et allez demander, et là vous serez surpris, à des infirmiers, à des médecins qui travaillent aux soins intensifs. Il y a moi, mais il y en a d'autres, j'en sais, je le sais, et en Belgique, en France aussi, ou des généralistes, allez demander vraiment à ces gens-là, le plus directement possible, faites votre opinion sur ça. Parce que dès qu'on passe par des intermédiaires, je mettrai même de côté tout l'usage qui veut peut-être être fait de tout ça, ça c'est encore autre chose, mais c'est forcément transformé, altéré, faux. Pas nécessairement intentionnellement. Hein. Peut-être que vous pouvez répondre à cette question-là, vu que vous êtes vous travaillez en soins intensifs en Belgique. Quel est l'état des soins intensifs en Belgique actuellement? Voilà. Donc là, je vais être prudent. Pourquoi? Les gens qui me connaissent ont compris que on me frappe à terre, mais dans le sens où je suis prudent parce qu'il faut l'être. Pourquoi? Parce que c'est évolutif. Ce qu'on dit ici aujourd'hui peut évoluer, surtout dans des maladies comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais, c'est que je dirais pas qu'il n'y a rien. Non. Ce que je dirais, c'est qu'on arrive en octobre. C'est l'automne et bientôt l'hiver. On a toujours eu, j'ai 17 ans d'expérience, on a toujours eu un pic, un afflux de malades dans cette période. Le Covid est une nouvelle maladie, c'est vrai. Voilà, on a une nouvelle maladie. Parmi les milliers d'autres qu'on a depuis que je pratique ce métier, la grippe, avant qu'on connaisse la grippe est apparue. Aujourd'hui, le Covid apparaît et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'on a une maladie de plus qui nous amène des patients de plus. Donc, mais on est surtout dans une phase où on a toujours eu un afflux plus important de malades par rapport à juillet, août. C'est pas seulement les vacances pour les gens, c'est parfois un peu entre guillemets les vacances dans mois d'opération. Les vacances aussi pour les réanimateurs, pas toujours, mais bon. C'est aussi le moment où on prend nos vacances. Mais en septembre, octobre, novembre et décembre, moi aussi, je peux déjà vous prédire qu'on va avoir un afflux de malades. Comme tous les ans. Mais oui, ce qui pourrait remettre d'ailleurs sur le tapis, et ça, les gouvernements, j'aimerais bien leur réponse, de dire où sont nos infirmiers, où sont nos capacités que les ministres de la Santé, que les organes officiels sont censés nous garantir. Et ça, qu'on arrête de dire que ça va être le Covid. Non, on peut être débordé dans les hôpitaux, être saturé. Je vous assure que je côtoie des infirmiers vraiment qui viennent saturer, débordés. Et on va tout mettre sur le Covid. Mais chaque année, à cette époque-ci, on est saturé, débordé. Et c'est aussi, et en partie, pas seulement d'accord, mais en partie, parce qu'on n'est pas aidé au niveau effectif, au niveau moyen de faire notre métier. Voilà. Et ça, on peut remonter, et ça par Internet, on tape 2018, 2017, 2016, la grogne des blouses blanches, les grèves, etc. On n'en parle plus, mais ils étaient déjà présents. Cet aspect-là explique qu'on va vous parler d'hôpitaux débordés. Bref. Moi, je connais tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période, on n'en parlait jamais. Avant la période bien sûr, Covid. on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. M6 Info. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital. Le diagnostic est posé. Elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle.
Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du territoire. Avec l'hiver, la grippe. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. On est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës. Ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où mettre ces patients-là. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Quand il n'y a plus de lits, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux cliniques aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi en ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement. L'agence régionale de santé a visité hier les urgences pour analyser concrètement la situation, mais aucune réponse n'a été encore apportée. Le gouvernement a mis de l'argent depuis ce début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5000 lits de réa, 5000 lits de réa au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Ouais. Voilà, et il y en a toujours 5 000. Et là, on nous dit, non mais il y en a 5 000, mais attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre qu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable. Le contribuable a été généreux, il a bien voulu payer ses impôts, il a bien voulu financer ça, pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de réa en octobre qu'au mois de mars. Et c'est du délire. Et c'est pire que ce que tu dis, parce que en plus de ça, pour des mesures d'éviter la contamination entre les malades, les chambres à 2 lits sont devenues des chambres à 1 lit. La grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon sans que personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà. Je suis prudent parce que ça peut changer, et alors ok, mais on a quelques malades Covid qu'on n'avait plus du tout en juillet-août, mais on a également d'autres opérations qui reprennent, d'autres maladies qui ont l'habitude de revenir à cette époque-ci, et qui est à nouveau quelques Covid, ça va s'accompagner maintenant chaque année. On sait maintenant qu'on a une maladie de plus, qui est en plus une maladie infectieuse. C'est pas étonnant, dans cette période de l'année, plus froid, recrudescence d'infections, il y en a quelques-uns qui reviennent. Voilà. Ok, donc il est logique de s'attendre à une mortalité accrue cet hiver, comme tous les hivers, à cause des maladies virales respiratoires. L'état de l'hôpital, c'est un choix politique que de ne pas donner de moyens aux soins intensifs et aux hôpitaux depuis des années, donc que ce soit en Belgique, en France et dans plein d'autres pays. Voilà, reparlons de ça. Voilà. Bon, voilà. Donc la récente crise entre guillemets sanitaire n'a pas changé les choses, voire même ça a peut-être empiré, puisqu'il y a plein de personnels de santé qui sont en burn-out ou qui ont décidé de quitter cette profession tellement ils sont dégoûtés de la façon dont les choses se sont passées. Exactement. Et je les comprends parfaitement. Et en plus de ça, donc on a ces tests PCR, donc, qui font partie de cette stratégie probablement consciente des gouvernements d'induire une peur et une transe négative dans laquelle les gens sont pour la plupart enfermés et ce qui coupe du coup l'accès à leur intelligence et leur esprit critique. J'espère qu'on va sortir de ça prochainement. J'espère que cette vidéo va y participer. Et je vais mettre aussi dans les liens sous la vidéo le dernier article que vous avez écrit. Vous pouvez me rappeler le titre de cet article? Oui, donc c'est Covid évidemment, RT-PCR ou comment enfumer l'humanité. Ok, voilà. Donc on va essayer, je l'espère, d'arrêter cet enfumage qui… Et qui, je rappelle, est vraiment un article qui fait l'effort, vraiment, j'ai vraiment fait l'effort de rendre ça clair. Et surtout, sourcé, voilà. Avec des références, voilà. Les liens sur lesquels je me suis basé pour dire tout ce que je dis. Bien. Et du coup, peut-être qu'on peut finir en une phrase. Du coup, ne vous faites pas tester puisque vous participez quelque part à des résultats qui ne veulent rien dire et qui sont utilisés d'une façon malhonnête aujourd'hui pour des politiques qui n'ont pas de sens, qui sont irrationnels. Et reprenez votre esprit critique, car il n'est pas question,
d'absorber la vérité d'un autre, de se la faire, mais pour ça, il faut vraiment reprendre son esprit critique, voilà, sur base notamment de sources comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Sacré. Et puis, j'espère que les choses vont avancer dans le bon sens. J'y crois pas trop pour tout de suite, parce que on a quand même une transe négative qui est quand même bien installée chez beaucoup de gens. Mais peut-être qu'avec l'accroissement de ces mesures totalitaires, peut-être qu'à un moment, on va toucher des points sensibles et les gens vont peut-être réussir à en sortir. Voilà. Exactement. Tout à fait d'accord. Je vous donne ma prescription, c'est toujours la même. Prenez soin de vous, prenez soin des autres autour de vous, prenez soin du monde autour de vous. Partagez les surplus et vos récoltes dans la dynamique du don, et parce que vous aurez un contre-don au centuple. Et puis, retouchez le réel, soyez en contact avec le réel. Éteignez la télé, éteignez les téléphones, éteignez le big data et reprenez contact avec le réel. Bonne journée à tous. Et vraiment, bon courage à Pascal. Et transmettez ce message. France, qu'es-tu devenue? France, ton âme est corrompue. Tu donnes l'asile et nos grands écrans à des pédocriminels ayant fui la justice quand tu le refuses. À des géants qui alertent sur les traîtres et leurs complices. Tu préfères t'obstiner à défendre des idées, répétant que l'union fait la force, que dans la simple réalité que tu es divisé. Jusqu'à la Corse, la France colonie américanisée ne voit plus que l'écho. Et la compétition, même quand un pont vient à s'effondrer, elle se persuade que non, la faute est au camion. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. France, qu'es-tu devenu? France, ton âme est corrompue. Des milliardaires déguisés en médias te vendent Bonaparte sur un air de Black Sabbath. Et même si tu pleures au jaune, ton sang lui reste rouge. Tes lumières sont éteintes, ta culture s'évanouit, ta vie n'est plus un art, même si sur tes ronds-points on survit. Mais tu sais aussi que dans un coin du maquis, un noyau de résistance ne compte pas te laisser prendre. De l'Angola de Gaulle, ta dignité n'est pas à vendre. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter.